Ici, dans cette Ardèche escarpée, où le haut plateau du Massif central côtoie la vallée du Rhône, les communes labellisées villages de caractère sont le théâtre d'une aventure humaine originale. On y voit s'installer temporairement 7 étudiants stagiaires venus de régions et de pays différents. Oui, c'est ça. Là, on aurait passé par le milieu. Dans le sens comme ça. Comme ça ou comme ça. C'est des espaces qui pourraient être destinés à la végétalisation de la place. On ne pourrait pas garder ça pour les vélos là. Les étudiants du Vilab, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Où sont les derniers 6 et 7. Donc on est 7 étudiants du Vilab. Et en fait, on est là en Ardèche pour travailler sur les villages de caractère. Donc Bouches-le-Roi, Chalencon et Désagne. On a fait à peu près 2 mois d'analyse, dont le transect que vous voyez derrière, un des documents qu'on a rendu. Et après, on s'est parti en projet sur les 3 communes différentes pour travailler sur des propositions qu'on avait soumises à la mairie et qu'ils ont choisi à l'issue de la première phase de restitution. Un Vilab, des Vilabeurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ce néologisme Vilab? Le Vilab, c'est un laboratoire d'idées qui se met en œuvre dans les villages de caractère de l'Ardèche. Il est porté par le CAUE et l'ADT, l'Agence de développement touristique, en partenariat avec la COMU, la communauté Université Grenoble-Alpes. Le principe, c'est 7 étudiants de diverses disciplines qui prennent leur quartier en résidence en Ardèche pendant 4 mois. Et qui viennent porter un regard neuf sur ces villages de caractère. Bonjour, nous sommes les Vilabeurs. Ici c'est Joséphine, elle est en master de design urbain. Après c'est Marie, en master de architecture. Valentin, anthropologue et en master gestion de l'environnement. Émilie, master de tourisme. Arnaud, il est géographe et parcours paysage. Et Quentin, il est en développement local et aménagement du territoire. Et moi-même, je suis Souhir et je suis architecte et en master histoire de l'art. Alors, ce qui m'a motivée, c'est d'abord l'idée de la résidence. Parce que travailler avec des personnes que je ne connais pas, ça me semblait très intéressant. Et puis, qui ont d'autres formations surtout, parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec que des architectes. Donc c'était d'abord ça, et puis travailler dans un milieu rural aussi, dans la nature, ça me semblait très intéressant. L'objectif, c'est de porter un angle de vue nouveau, porté par la jeunesse, en résidence, donc in situ, en immersion dans les villages de caractère, avec la volonté d'associer au maximum la population, les élus, les habitants. Et Sylvie, elle se gare aussi. Oui, elle se gare. Oui, voilà. Est-ce qu'on privilégie l'arbre long pour les voitures? Donc elle en fait partie. Des usages. Je souhaiterais, moi, en tout cas, que les 20 villages de caractère acceptent cette démarche parce qu'elle est très valorisante pour la commune. Ce qu'on se disait avec les autres aussi, que cette expérience nous a apporté beaucoup sur le plan à part personnel mais aussi professionnel, parce qu'on n'a jamais eu autant de responsabilités. On fait du participatif, on a des rendus, on doit présenter devant des élus, donc en gros on se sent enfin préparé pour la vie professionnelle.
Alors vous savez que le VILAB, c'est la 2e année et j'ai eu la chance de participer l'année passée à l'organisation qui s'est mise en place avec le CAUA et l'ADT sur les 4 villages du sud Ardèche et les 3 villages les plus au nord, en l'occurrence Chalancon, Desagnes et puis Boussieu-le-Roi, ont eu envie de s'approprier cette démarche. La première fois qu'on est venu, il faisait pas encore aussi chaud et aussi beau qu'en ce moment. On a trouvé ce village très beau, très joli, avec un très beau bâti et des très beaux espaces en général. Mais on avait aussi l'impression qu'il y avait peu de vie dans les rues. On n'a pas vu beaucoup de gens. Donc, on a fait plusieurs ateliers à Chalancon avec les habitants. Et le premier atelier, c'était plutôt pour rencontrer les habitants qui sont ici. Et le deuxième atelier, c'était un mapping collectif pour comprendre les lieux et comprendre les usages des espaces publics. Par rapport à ce qu'on imaginait un petit peu de notre village, du village de Chalancon en l'occurrence, il y a eu une approche assez différente de celle qu'on pratique habituellement, en particulier en ce qui concerne la méthode, puisque c'est une méthode assez participative vis-à-vis de la population. Ce qui est assez impressionnant à Chalancon, c'est que les habitants sont très investis et très intéressés à ce qu'on fait en tant que stagiaires. Et déjà pour l'instant, on a beaucoup travaillé avec les habitants et mon espoir, c'est que cette continuité se retrouve aussi dans la suite du projet. Donc ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est d'avoir aussi une phase d'expérimentation qui dure un peu plus longtemps qu'une journée ici dans le bourg. Et on va proposer une manière pour pouvoir expérimenter des nouveaux aménagements, mais aussi des nouveaux usages au sein du bourg pendant quelques semaines. Et finalement, j'espère que cette place va être aménagée un jour et mieux organisée et que la voiture sera un peu moins présente et d'autres usages possibles dans les espaces publics à Chalancon. Oui, il y aura une suite parce qu'il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés dont on avait déjà conscience. Et le top départ, il a été donné par ces jeunes étudiants. Et derrière, on va effectivement avancer et essayer de concrétiser. Et derrière, il nous faudra travailler peut-être de manière plus concrète avec peut-être d'autres structures, peut-être avec le CAUA par exemple, au hasard. Récemment labellisée Petite Cité de Caractère, 3 communes de la Châtaigneraie cantalienne, situées entre Volcan d'Auvergne et Vallée du Lot, se sont regroupées pour répondre à un appel à projet européen. La réussite de ce projet tient au travail mené en commun entre les élus et plusieurs partenaires locaux ayant une parfaite connaissance du territoire. Sur la voie de passage des voyageurs allant d'Auvergne en Rouergue, Montsalvi trouve ses origines dès le XIe siècle. On y pénètre encore aujourd'hui par les 2 porches médiévaux, vestiges des anciens remparts. La cité s'articule autour de l'ancienne abbatiale romane, classée monument historique. Fier de sa commune, le maire a participé activement à la labellisation Petite Cité de Caractère et la réponse commune à l'appel à projet européen. Donc les 3 communes, nous nous sommes réunis et nous avons décidé de répondre à un appel à projet de la région pour les petites cités de caractère. Donc pour ce faire, nous nous sommes fait aider du CAUE, des Bâtiments de France et de l'Office de tourisme
Au bout de maintes réunions, nous avons monté un dossier, un peu en précipitation parce qu'il fallait répondre rapidement. Nous avons monté un dossier qui, sur 13 dossiers présentés à la région, a obtenu le premier prix avec une note 18 sur 20. Ce qui nous a permis de programmer des travaux dans chaque cité pour un montant de 600 000 € pour chacun. Nous avons été subventionnés globalement à 80%, 50% émanant de la région et 30% de DETR de l'État. La Roquebrou s'étire le long de la Serre, enjambée par un pont du XIIIe siècle. En empruntant ces petites ruelles bordées de maisons pittoresques, on atteint le château médiéval et la Vierge, offrant aux visiteurs une vue plongeante sur l'ensemble de la cité. Et donc le label Petite Cité de Caractère, c'est quelque chose qui a été un peu décrié ici par la population quand on a fait ce choix, en disant oh, ce sont des sous plus beaux villages de France. En fait, ce label est un label très important pour moi. C'est un label plus vivant que celui des plus beaux villages de France. Les plus beaux villages de France, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre du musée en plein air. La Petite Cité tient compte de la vie qui a existé et qui existe encore et qui existera dans le futur. Tous ces éléments-là sont pris en compte. Et je pense que ça a été un plus d'ailleurs pour le projet, de montrer qu'on avait une vraie volonté d'abord de développement du patrimoine, une vraie volonté de mutualiser aussi des possibilités et des outils. Et donc on a créé on a répondu à cet appel à projet d'une manière commune. Bénéficier d'un label national, des petites cités de caractère, c'est toujours un plus pour un territoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on intègre un réseau départemental des petites cités de caractère, un réseau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, et un réseau national. Donc on va démultiplier aussi les informations et la communication par rapport à ce réseau des petites cités de caractère. Il est très clairement établi que chaque cité se doit d'avoir un point d'information touristique. Pas forcément à l'année, il peut être saisonnier, mais dans le cahier des charges figure la nécessité d'avoir un point d'information touristique. Ça a été l'occasion pour Marcollès, qui ne bénéficie pas d'un point d'information, dans le cadre des aménagements qui ont été réalisés dans le cadre de cet appel à projet, de créer un espace d'information touristique qui va rester saisonnier certes, mais aujourd'hui on a effectivement pendant 2 mois et demi de l'année un office de tourisme qui sera opérationnel dans Marcollès. Cité médiévale fortifiée dès le XIIe siècle, Marcollès présente une enceinte circulaire où l'on pénètre par ses 2 portes. Le long de la rue principale se dressent notamment de belles façades Renaissance. Chaque été, à l'occasion des Nuits de Marcollès, les habitants de la cité mettent en scène et en lumière cet écrin architectural remarquable. Et du coup, ça nous a permis de définir un programme d'action, un programme d'aménagement, mais aussi, comme toujours, un programme d'aménagement avec pour objectif des idées de développement, de revitalisation, et dans le cas particulier, essentiellement de développement touristique, mais aussi évidemment d'embellissement et d'amélioration du cadre de vie pour les habitants actuels, et nous l'espérons futurs, parce que l'idée c'est aussi d'attirer de nouvelles populations dont nous avons tant besoin dans ce département.
bien souvent dans les centres-bourgs, eh bien, il y a une forme de dévitalisation. Dévitalisation, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de services, mais également les logements se vident. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces logements? Et là, en l'occurrence, eh bien, ça peut être une mutation de ces logements. On a vu par exemple à la maison de Barde, qui est un peu plus haut, eh bien qu'on peut transformer un bâti. Le rez-de-chaussée, il n'y a plus de commerce, mais on va y installer l'office du tourisme. On y installe aussi un atelier pour les artistes. Et à l'étage, on peut accueillir des logements, voire du locatif en fait. Clairement, si on n'avait pas eu comme prestataire, comme partenaire des gens comme le CAUE, l'Office de tourisme, à l'origine effectivement l'ADEPA, qui connaissait particulièrement bien le territoire, ses besoins et ses objectifs, je pense qu'on aurait été beaucoup plus long, qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à définir le projet. Et j'irais même jusqu'à dire que je pense qu'on ne l'aurait pas défini d'une manière aussi adaptée, aussi précise à ce que voulaient faire les maîtres d'ouvrage. Et je crois que la capacité de mobiliser comme ça des partenaires locaux qui ont à la fois la compétence et la connaissance de l'environnement, c'est vraiment un gage d'avancée, de réussite et de qualité finalement du projet. Notre démarche a été d'avoir finalement une vision prospective et surtout pour les élus qui ne sont pas toujours habitués à cette manière de travailler, donc que les élus puissent avoir une vision prospective, je dirais, à la fois sur toute la commune mais également sur toutes les actions qui peuvent s'y mener sur à l'horizon, je dirais 5, 10, 15 ans. Et donc ça, ce travail-là, c'est fait avec l'architecte des bâtiments de France, avec l'Office du tourisme bien sûr, les élus bien entendu, et puis des architectes qui ont été nommés par les différentes collectivités. Située dans l'arrière-pays héroltais, la ville de Lodève est riche d'art et d'histoire. Ancienne cité textile, le commerce s'est développé au confluent de ces deux rivières, la Lergue et la Soulondre. La cité épiscopale organisée autour de la cathédrale a traversé plusieurs crises industrielles. Aujourd'hui, les grandes usines ont fermé et le centre-ville s'est paupérisé. Loin d'être fatalistes, les acteurs locaux s'investissent pour réinventer la cité de demain. Le point fort de Lodève, il est à la fois physique, concret, c'est-à-dire c'est son site lové comme ça, là, dans une confluence entre deux rivières, dans un écrin végétal, avec une topographie qui l'a préservé en quelque sorte. Et il est aussi symbolique, car il y a un mélange de cultures sur Lodève qui est une chance, qui est vraiment une chance, avec une histoire assez complexe liée à l'industrialisation.
comme dans toutes les communes de la taille de Lodève, dans les années 70-80, le centre a été abandonné par la population en grande partie, et les gens sont allés construire à l'extérieur, sur les pentes des collines environnantes. Et donc cet habitat de cœur de ville, il s'est dégradé et en partie il est devenu insalubre. Donc pour que notre cœur soit vivant, il faut qu'il y ait des gens qui y habitent, il faut qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait des espaces publics qui soient agréables et que les gens réinvestissent les espaces publics, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir 2 rivières à Lodève qui traversent la ville et qui entourent ce cœur. Donc le CE est sollicité parce qu'il a déjà éprouvé une méthode qui est, c'est un peu du jargon, mais qui est celle d'une étude de définition urbaine que nous avons menée sur d'autres communes et qui donne des résultats très, très satisfaisants. Donc le CE va être impliqué avant tout pour proposer une méthodologie d'approche, mais ensuite ça va être aussi pour partager un diagnostic rapide, sommaire sur la ville, qui met en évidence une conviction, c'est que l'action publique doit se recentrer, c'est pas un jeu de mots, mais qui doit vraiment revenir sur le centre de Lodève et qu'il faut absolument maîtriser les périphéries et avoir un regard précis sur tous les secteurs en jeu. Dans une étude de définition urbaine, c'est possible, alors que dans des études d'urbanisme plus classiques ou réglementaires, on s'éloigne un peu de ce côté concret des choses, c'est-à-dire d'avoir une approche sur l'espace précis avec des orientations d'aménagement dessinées. Et tout ce travail nous a donné les clés et les outils pour pouvoir concourir à l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg qui s'est présenté à nous en 2014, ce qui nous a ouvert la porte à une opération programmée d'amélioration de l'habitat et qui nous permet aujourd'hui de proposer à tous les propriétaires occupants ou bailleurs de rénover leur habitat avec un focus sur le cœur de ville. On a comme ça des réalisations rapides, efficaces, de qualité. Je pense que l'enjeu, à partir de maintenant, ça va être de faire monter en gamme cette ambition qualitative. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers cette aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, on a un fichier immobilier de la plupart des bâtiments remarquables de Lodève, ce qui permet de donner une information aux propriétaires qui veulent réhabiliter leur bâtiment de qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est précieux dans leur bâtiment. Et c'est cet échange qu'on a avec les architectes des bâtiments de France qui d'ailleurs viennent faire des permanences à Lodève pour recevoir les gens et leur expliquer l'intérêt de mettre du soin dans la réhabilitation des bâtiments. Et cet échange est permanent et c'est ce qui va nous permettre de retrouver un cœur de ville avec beaucoup plus d'attrait et de mettre en valeur notre patrimoine qui encore aujourd'hui passe un peu à la trappe. Alors en 2010, on a été sélectionné, missionné pour travailler sur le quai des Ormeaux et la place de la Bouquerie. C'est une consultation qui a été lancée par la communauté de communes du Lodévois et Larzac. L'utilisation de ces espaces ont évolué. Avant, il n'y avait pas de jeux d'enfants. Avant, il n'y avait pas les parents qui venaient sur ces espaces. Il n'y avait pas les jeunes du lycée qui descendaient, qui venaient sur le belvédère, se mettre sur un banc, se poser sur un banc pour manger un sandwich. Bon, il n'y avait pas tous ces usages-là parce qu'on n'avait pas du tout envie de se retrouver sur ces lieux qui étaient complètement phagocytés par le stationnement. Notre métier, il est là pour ça, pour dire, voilà, là, ça c'est un atout que vous avez, ne le perdez pas, on va l'utiliser dans le projet, on va aller plus loin que ça. Et en même temps, on va répondre à vos questions d'usage, du quotidien, etc.
Notre musée a été rénové et c'est le centre économique de tout le développement de notre Lodévois et Larzac, puisque c'est le lieu qui accueille le plus de personnes venant de l'extérieur. Il a une renommée internationale maintenant. On reçoit entre 30 000 et 60 000 visiteurs à l'année dans ce musée. Et donc tout tourne un petit peu autour de ça pour la dynamisation du commerce en cœur de ville, mais aussi la diffusion des gens qui viennent pour le musée. Il faut les intéresser à aller au-delà même du cœur de Lodève, mais aller sur tout le Lodévois-Larzac. Un autre enjeu, et c'est l'espace public, on l'a vu avec le témoignage de Christine Mignoz, vous avez vu le parc municipal qui est une entité très importante, un grand vide entre parenthèses. Hein. C'est un vide planté, arboré, la trame végétale est abîmée, le dessin du parc originel est un peu effacé. Pourtant, on a là une chance exceptionnelle qui est à la fois de proposer des usages pour tout le monde, une qualité de vie incroyable parce que c'est un vrai poumon en plein centre, dans un centre assez dense. Et en même temps, il y a aussi une offre de stationnement possible. Donc pour Lodève, franchement, voilà, c'est, je pense, un enjeu que de redonner de la qualité à ces espaces-là, avec des professionnels qualifiés. À Pérignat et Salier, aux portes de l'agglomération clermontoise, il est un espace naturel protégé d'environ 130 hectares. Auparavant site industriel, l'écopôle du Val d'Allier est aujourd'hui un sanctuaire pour la biodiversité, conciliant enfin activité humaine et protection de l'environnement. Depuis 2015, plusieurs partenaires institutionnels et privés ont combiné leurs actions autour des anciennes gravières en cours de réhabilitation. De nombreux projets ont vu le jour, animés par la volonté de sensibiliser les habitants et les acteurs locaux à des thèmes liés au paysage, à l'agriculture et à l'urbanisme. Claire Planchat d'AgroParisTech, Didier Mouton et Fabienne Laroudy, respectivement d'EDT et de Réal, proposent de répondre à un appel à manifestation d'intérêt paysage, territoire, transition. Nous, on a un écopole, ancienne carrière qu'on essaye de réhabiliter, 130 hectares. Donc gros potentiel. En plus, une orientation choisie par les élus de la commune résolument environnementale, enfin essayer d'inverser un petit peu les paradigmes, enfin le paradigme dominant. Et donc on a été sélectionné et puis ça nous a aidé quand même beaucoup dans la mesure où les gens qui étaient impliqués dans la démarche AMI, notamment le CAUE, on a pu construire un projet appuyé sur la participation. Parce que ça, c'était la participation qui était vraiment notre cheval de bataille autour de la nécessaire revégétalisation de la ville, du village, de la campagne. On a derrière moi des champs qui ont quelques arbres, mais il n'y en a pas assez. Le CAUE du Puy-de-Dôme s'est positionné comme partenaire pour la mise en place d'actions de sensibilisation des habitants et de divers acteurs, ainsi que pour l'accompagnement de la prise en compte des enjeux de paysage et de biodiversité.
Nous avons souhaité au CAUE élargir la question à la communauté de communes, à la question des continuités écologiques et de la trame verte et bleue qui était abordée dans le PLUI en cours d'élaboration à ce moment-là. Donc l'idée c'était de mailler la trame verte et bleue à partir de la richesse de ces gravières. Et on a décidé avec le parc notamment de monter une formation sur ce thème de l'entretien et de la plantation des haies communales, des haies de bord de route. L'année d'après, le CAUE a organisé un mini-colloque dans lequel on présentait le sujet de l'arbre, la question patrimoniale de l'arbre, la question culturelle, technique, scientifique. On avait le labo du Piaf par exemple qui a abordé la physiologie de l'arbre. Et puis le bon sens à avoir dans les projets de plantation et notamment par exemple le choix d'essence locale et le label végétal ou alors le recensement des arbres de bord de route. De nombreux acteurs du territoire, associations, élus, techniciens ou simples citoyens, militent pour la qualité des plantations. Sous leur impulsion, des actions de sensibilisation ont été mises en place au cours du temps, construisant peu à peu une culture partagée. Le public numéro 1 de la mission haie, ce sont les agriculteurs, parce que l'arbre hors forêt pousse dans les champs. Et nous, notre objectif, c'est de remettre ou préserver les arbres, ou mieux les entretenir et leur redonner de la valeur à tous ces arbres qui sont justement dans les champs. Sur l'écopôle, il y a eu une action un peu globale. Il y a eu d'abord dans un premier temps un travail avec les agriculteurs de la commune, qui sont des céréaliers, se poser la question de à quel endroit le vent est un facteur limitant de la production, à quel endroit il y a des problèmes hydrauliques, d'érosion de sol. Donc on a d'abord travaillé avec ce groupe et ensuite de là, il y a eu une réflexion plus globale à l'échelle de la commune. Depuis quelques années, on a la chance d'avoir mis en place la marque végétale locale sur le Massif central et on a la chance d'avoir des jeunes plants de haies qui sont issus de graines récoltées sur le Massif central. Et on a aujourd'hui 130 000 plants de haies qui sont produits à l'échelle du Massif central et qui sont intégralement consommés pour des plantations de haies. Donc c'est une vraie réussite et dès aujourd'hui, on voit que les arbres reprennent mieux. Donc effectivement, c'est bien ces histoires d'idées, d'opportunités et de bonnes personnes qui sont là pour faire germer une bonne idée. Moi, j'étudie deux choses, les mutations des paysages et comment retravailler sur les trames vertes et bleues et également comment les acteurs s'impliquent et s'engagent dans ces transitions paysagères. Les travaux de recherche qui sont menés sur l'écopole ont pour résultat de mettre en avant justement un peu les journées qu'on a ici d'Ecopolis, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs, d'associations politiques, de partenaires politiques, de partenaires scientifiques qui travaillent ensemble, chacun dans leur domaine d'action, à contribuer à cette transition agroécologique. On a mobilisé des étudiants d'AgroParisTech, d'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Le travail de ces étudiants a permis de créer un observatoire photographique des paysages pour évaluer justement l'impact et analyser l'évolution des paysages par la photographie. Et également des enquêtes sociologiques pour recevoir les perceptions du paysage par les habitants et les visiteurs de l'écopole. Du coup, ce qui est très important dans cette recherche, c'est que c'est une recherche action. Et qui dit action dit qu'aujourd'hui, on travaille avec des architectes paysagistes pour justement co-construire avec les élus tous ces futurs projets d'aménagement. On considère que faire se mélanger des espèces, des variétés, des gens de toutes les origines possibles, que ce soit des élus, des experts, des agriculteurs, des acteurs de terrain, eh bien on s'aperçoit que ça fabrique du territoire. Et voilà, et l'identité du territoire, c'est pas faire de l'identitaire, quoi. C'est-à-dire que revendiquer une identité, c'est revendiquer sa différence, mais c'est accepter celle des autres. Donc quand on dit « je revendique l'identité de mon territoire », ça veut dire « t'es bienvenu chez moi pour voir les différences que l'on a ensemble ». Et la meilleure expression de tout ça, c'est planter une haie par exemple avec 25 espèces de plantes différentes, lesquelles sont complémentaires les unes des autres et arrivent à trouver une harmonie globale, quoi.
Située au cœur du parc naturel régional du Morvan, la commune d'Anneau a lancé en 2016 une réflexion sur la construction d'une halle polyvalente. L'objectif était double, à la fois développer l'attractivité du bourg et également valoriser les ressources et les savoir-faire traditionnels locaux. Le Douglas est mis à l'honneur. La structure contemporaine offre une protection aux visiteurs ouverte sur les paysages et forêts alentours. Chaleureuse, lieu d'échange et de rencontres, la halle fait écho à l'identité du Morvan. Alors qu'est-ce qui nous tenait à cœur dans le projet de la halle d'Anneau? Déjà c'est Anneau. Anneau c'est pas n'importe où. C'est vraiment un village qui est merveilleux, qui a une topographie super. Il y a une vie associative et politique qui est vraiment présente avec une vraie volonté de faire avancer les choses. Ce projet d'Anneau, ce projet de halle, c'était aussi, comme tous nos projets, être le plus humble possible et pas trop perturber cette grande place et ces grands bâtiments. Donc tout naturellement nous est venue la volonté de continuer le bâtiment qui existait, c'est-à-dire la mairie, le musée, la halle. La commune d'Anneau a été accompagnée par le CAUE pendant de nombreuses années. On a suivi avec elle plusieurs projets différents. Le cinéma, la maison médicale, la place de l'église. Et aujourd'hui, c'était un projet un petit peu global où il y avait à la fois cette construction de halles qui était associée à la mise en accessibilité et à la restructuration de la mairie. Nous accueillons chaque année sur Anneau une grande manifestation nationale, la fête de la Vielle. Cette halle nous sert aussi à accueillir beaucoup d'autres manifestations, soit à caractère culturel, soit à caractère économique. Je pense notamment des petits marchés de produits locaux. Donc l'objectif, c'est effectivement que chacun s'approprie cette halle. Et quand on me pose cette question, je dis aujourd'hui l'usage il est ici, demain on aura probablement trouvé d'autres usages. Donc c'est un formidable outil, cette halle. C'est un formidable outil de développement local, d'animation locale, de lien social entre les personnes. Je suis ravi de cette réalisation, à tout point de vue. Et puis d'abord parce qu'elle répond à une fonction dans le village. On voit qu'à Anneau, c'est un super joli petit village qui est très vivant, qui a encore une vitalité. Et puis c'est la démonstration qu'on peut construire des bâtiments publics avec du bois local, avec des entreprises locales, pour peu qu'on fasse un petit effort intellectuel, qu'on fasse un effort en termes de marché public, qu'on utilise judicieusement les marchés publics. Au niveau de l'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'équipe constituée d'architectes et ses accompagnants ingénieurs, économistes, etc., on avait déjà dès le départ essayé de prévoir des temps de dialogue avec les entreprises et on les avait mis en concurrence à travers une procédure adaptée avec remise de prestations, c'est-à-dire qu'elles avaient été choisies sur projet et sur intention de travail et pas seulement sur dossier. Le dialogue compétitif, c'est essayer de motiver des entreprises, pas des entreprises mais des groupements d'entreprises, pour participer à un projet commun. Un projet commun dans lequel ils sont moteurs. Donc les entreprises peuvent s'investir réellement parce qu'elles savent qu'elles ont le projet. Et ça, c'est vraiment intéressant. Elles ne travaillent pas dans le vent. Le
le récit d'un territoire dans ces coins-là, c'est aussi les récits des savoir-faire locaux, donc d'une architecture vernaculaire qui a des savoir-faire qui ont évolué, mais qui sont néanmoins là avec des matériaux qu'on connaît. Et on peut tous en être très fiers parce que c'est une halle 100% made in Morvan. La matière première, le Douglas, vient du Morvan. Ça a été scié dans une scierie du Morvan. Ensuite, les pièces de bois ont été travaillées par un charpentier du Morvan. L'entreprise générale, elle est aussi du Morvan. Quasiment tout est du Morvan, je crois, sauf le bureau de contrôle parce qu'on n'en a pas dans le Morvan. Voilà. Niché dans un écrin de nature, sur un petit plateau auviennois entre Limoges et le lac de Vassivière, Saint-Léonard de Noblat présente un patrimoine exceptionnel. À l'origine, cette cité médiévale était entièrement murée. Aujourd'hui encore, la ville conserve et valorise son héritage architectural. Consciente de cette richesse, la collectivité s'interroge sur son attractivité pour maintenir sa population et accueillir de nouveaux habitants. Pour ce faire, un dispositif participatif ingénieux et innovant a été mis en place, les ateliers permanents de l'attractivité du territoire. Nous avons construit ces ateliers autour de thématiques ciblées, l'habitat, l'économie et les espaces publics. Dès le départ, nous avons souhaité associer tous les acteurs concernés. Nous avons convoqué donc les acteurs, les partenaires publics, élus et techniciens, les associations locales, les commerçants, artisans, mais également les habitants du territoire. Depuis mars 2018, les réunions se sont enchaînées avec des pics d'activité selon les périodes et les projets. Globalement, la participation a été très bonne. Seul bémol, nous avons perdu un peu de participation des habitants en cours de route parce qu'il faut être bénévole et il n'est pas toujours évident de donner de son temps. En revanche, on a constaté une réelle appropriation de la part des différents acteurs. L'objectif de l'APA était aussi de faire émerger des projets privés et justement, les habitants du territoire, les porteurs de projets privés en ont profité pour échanger sur leurs propres projets. Autre effet positif, les techniciens de la ville se sont appropriés cet outil pour ajouter de la concertation aux projets déjà en cours avant l'APA et ajuster les travaux en cours. Pourquoi je me suis engagée dans ces ateliers? Eh bien, je trouvais intéressant de participer, d'essayer de voir ce qui pouvait être fait et être réfléchi sur le centre-ville de Saint-Léonard. Quelque chose de pluridisciplinaire comme ça, avec plein d'acteurs, ça pouvait être intéressant. Le constat, c'était de dire que la commune de Saint-Léonard de Noblat en fait, est en perte de vitesse du point de vue de son attractivité. Donc les ateliers et les études ont montré finalement qu'au niveau économique, par exemple, on avait une diversité d'activités économiques, mais quand même avec un taux de vacances des locaux commerciaux qui était assez important. Au niveau de l'habitat, on a une problématique de bâtis anciens dégradés en centre ancien habités. Des logements aussi qui ne sont pas du tout adaptés au mode de vie contemporain. Et au niveau des espaces publics, un panel divers et varié aussi, mais qui finalement laisse très peu de place aux usages piétons. En plus d'agir comme un support de concertation, ce dispositif permet aux acteurs du territoire d'accompagner la collectivité et ses habitants. Pour ce qui est du rôle du CAE dans ces ateliers permanents d'attractivité du territoire, donc il a joué complètement son rôle puisqu'en fait il a accompagné la collectivité, il a accompagné les habitants en fait pour traduire leurs idées puisqu'on n'a pas tous cette culture d'aménagement du territoire, donc on a joué ce rôle de facilitateur.
Les points forts de cette méthode, c'est justement de croiser les regards et que ça ne soit pas des lubies d'élus qui se feraient plaisir à faire des choses qui ne sont pas forcément des besoins prioritaires. Au pays de Raymond Poulidor, on a peut-être parfois un peu trop la tête dans le guidon et il est bien d'avoir un regard extérieur de gens qui ont une véritable expertise sur l'architecture, sur les aménagements urbains, sur la végétalisation. Et évidemment, le CAUE amène toute son expertise et son savoir-faire. On a un rôle d'accompagnement assez fort au niveau des projets, donc en amont des projets, dans la construction des projets, on est assez présent. Et puis après, on porte tout un rôle de médiation auprès de la population pour essayer de partager les enjeux à la fois de leur projet et de voir comment leur projet peut être compatible avec la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine. Alors l'APA, c'est indispensable à la bonne conduite de notre mission parce qu'en fait, ce sont des ateliers qui permettent de partager les enjeux du projet ensemble, que ce soit avec les élus, les services, la population. Et donc ça a un rôle vraiment très important de médiation. C'est-à-dire qu'on va expliquer à la population l'intérêt de tel ou tel projet, les contraintes qu'on a, qu'elles soient les contraintes du projet ou les contraintes du site, et comment on va travailler du coup à faire émerger la meilleure solution possible et à la faire comprendre de la population. Donc c'est un rôle d'accompagnement et de médiation vraiment indispensable à la tenue des projets. Ça fait poser des questions sur comment faire, pourquoi le faire, et cette vision à court terme, cette vision à long terme, de réfléchir d'un point de vue citoyen, quels sont les investissements qui sont pertinents, quelle dynamique on veut insuffler au territoire. L'idée, c'est d'améliorer en prenant évidemment en compte ce qui existe déjà et de vouloir rendre les choses meilleures. Ces ateliers ont permis d'intégrer de la concertation dans des projets déjà en cours. Grégoire Remarque et son équipe portent une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, faisant le lien avec ce dispositif communal. Alors pourquoi une OPA à Saint-Léonard-de-Noblat? Une OPA permet d'agir sur l'habitat. L'habitat, c'est une composante essentielle de l'attractivité d'un territoire. L'action de base d'une OPA, c'est accorder des subventions aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux. C'est le volet incitatif de l'OPA. Mais l'OPA, notamment sur le centre-bourg de Saint-Léonard, va bien au-delà de ça. Parce qu'elle utilise une palette d'outils diversifiés qui vont de l'incitation à la coercition lorsque c'est nécessaire, notamment lorsque les propriétaires bailleurs louent des logements indignes ou insalubres. Et puis, au-delà de l'action à l'échelle d'un seul immeuble, on peut aussi intervenir à l'échelle de plusieurs immeubles pour composer l'habitabilité des logements. Donc les objectifs de cette OPA, c'est à la fois améliorer les conditions de vie des habitants qui sont en place, mais aussi agir sur l'attractivité, notamment en agissant sur l'image, et puis avoir un projet sur le long terme pour les élus, pour agir sur l'habitat en cohérence avec les actions sur l'espace public, les actions sur le commerce, etc., etc. Se saisir de ce type de sujet pour les CAUE, c'est aussi constater la capacité qu'ont les collectivités à innover pour inverser les tendances négatives. C'est aussi se saisir finalement d'éléments méthodologiques qu'on va essayer de diffuser. Donc ce travail de diffusion d'information et de sensibilisation est très important pour les CAUE, puisqu'en fait il va justement dire que la dévitalisation, c'est pas forcément une fatalité, mais c'est tout simplement une superbe occasion pour les collectivités de se réinventer, de réinventer la vie de village.